Un débat sur un enjeu clé de la Tech for Good. Et j'interviens aujourd'hui en tant que directrice générale d'Impact France, mais aussi de Tech for Good France. Vous savez qu'on a une nouvelle génération d'entrepreneurs engagés pour une tech responsable, une tech inclusive, une tech écologique. Et aujourd'hui, une des questions clés de l'accès aussi à l'économie de demain pleine et entière, c'est l'accès à la tech. Et donc c'est pour ça que dans la lignée des travaux que réalise l'Impact Tank sur l'inclusion numérique, on a choisi de mettre en place ce débat pour pouvoir poser cette question clé aujourd'hui. Comment lutter contre toutes les fractures via l'inclusion numérique et la mesure d'impact, c'est-à-dire comment on arrive aujourd'hui en France à pouvoir développer des dispositifs les plus inclusifs possibles, les plus adaptés à des populations diverses et à cette problématique d'accès au numérique qui peut les exclure en partie de la vie économique, en partie aussi d'une partie de la citoyenneté. Et donc, on a un panel d'exception pour pouvoir échanger sur ce sujet clé. Mais avant de rentrer concrètement dans le débat, on a demandé à une chercheuse émérite, Valérie Baudouin, qui est professeure à l'École des hautes études en sciences sociales, de poser le décor et donc de nous présenter les enjeux clés autour de ce sujet issu de ses travaux. Donc merci Valérie, je vous invite à venir pour une première introduction. Donc avant de commencer, quelques mots sur inclusion numérique et mesures d'impact. Alors la question de l'inclusion numérique n'est pas nouvelle. Dès la fin des années 90 du XXe siècle, on a fait émerger une nouvelle question. En effet, Internet était déployé avec l'idée que c'était un outil de démocratisation, un outil de progrès social, un outil de participation. Et en même temps, la question est apparue, mais n'y a-t-il pas aussi une montée des inégalités avec le numérique ? Et donc, le terme de fracture numérique, digital divide en anglais, est devenu un sujet de discussion et de recherche dès cette époque. Et donc, je voudrais revenir sur 3 aspects de ce qu'on appelle la fracture numérique. En fait, elle a plusieurs dimensions. La première, c'est une dimension d'accès. La fracture numérique, c'est le problème de certaines populations qui ont des difficultés d'accès à l'Internet. Ces difficultés d'accès, elles sont de 2 ordres. Ce sont d'abord des difficultés d'accès territorial. Il y a des zones qui sont plus ou moins bien couvertes, que ce soit en accès fixe ou mobile. Il y a des territoires, des pays qui sont plus ou moins couverts. Donc on a une première inégalité qui est liée à l'accès territorial. Une deuxième type d'inégalité qu'on a beaucoup ressentie pendant le Covid, c'est l'inégalité d'équipement des foyers. Quand on est un foyer où chaque membre du foyer a son propre ordinateur, téléphone portable, on n'est pas exactement dans la même situation que dans des foyers où il y a une seule connexion à partager entre tous les enfants pour l'accès à l'école à distance, par exemple. Donc, inégalité d'accès liée à des ressources économiques où on a des écarts très forts entre les foyers au sein du territoire. La deuxième fracture fracture dite de deuxième ordre est une fracture d'usage, qui est le fait qu'à même niveau d'accès, même si on a tous le même type d'accès à Internet, nos capacités d'utilisation des services et des produits offerts par le numérique sont extrêmement inégales. On emploie souvent le terme de littératie numérique pour désigner les compétences qui sont liées au fait de pouvoir lire et écrire dans l'espace numérique. Ça rejoint la question de l'utilisation des moteurs de recherche, la capacité à évaluer la qualité des informations qui vous sont proposées, et ça rejoint évidemment la capacité d'écrire, enfin de lire et d'écrire.
Alors on peut avoir des utilisateurs qui sont extrêmement à l'aise avec Facebook, avec WhatsApp, et qui en revanche rencontrent d'énormes difficultés pour des activités comme accéder à un service public, répondre à une sollicitation d'une administration. Parce que ces dernières demandes exigent des compétences en écriture et en lecture qui sont inégalement réparties dans la population. Et pour finir, je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a un troisième niveau de fracture, un troisième niveau d'inégalité qui est lié à la dématérialisation de tous les services, et en particulier de tous les services publics. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas dans des situations standards qui sont bien portées par les solutions automatiques, dans ce cas-là, on est face à un nouveau mur. Et finalement, avec le numérique, on est dans une situation paradoxale, un renversement inattendu, alors que la promesse du numérique est de favoriser l'autonomie. La dématérialisation des services peut entraîner, au contraire, une perte d'autonomie. Et les publics fragilisés subissent une double peine par rapport à ces sujets-là. Donc l'inclusion numérique, ça implique de travailler sur les trois directions. La direction, de s'engager dans la réduction de la fracture par rapport à l'accès, de développer les formations pour augmenter la littératie numérique, et enfin, de réinventer une forme d'accompagnement humain pour pallier les limites du tout numérique. Alors évidemment, pour ça, on a besoin de mettre en place des actions qui vont être portées par des acteurs publics et par des acteurs privés, et on a besoin d'avoir des systèmes d'évaluation, et c'est pour ça qu'on est tous aujourd'hui réunis. Alors le concept d'impact, il vient surtout de la finance, et en particulier, comme l'analyse F. Capello dans ses travaux, et il est venu à la suite de la crise de la finance en 2008 avec l'idée que peut-être qu'il fallait aller vers des formes d'investissement qui ne soient pas simplement rentables économiquement, mais qui aient aussi un bénéfice pour la société et pour l'environnement. Et cette idée d'impact se reporte aujourd'hui sur tous les secteurs qui sont engagés dans l'économie sociale et solidaire. Alors les chiffres, utiliser des chiffres, mesurer avec des chiffres, c'est la solution naturelle qui vient à l'esprit. La quantification et la mesure, c'est une tendance naturelle car elles permettent la mise en équivalence et la comparaison entre des entités différentes. Et donc c'est vers ce genre d'approche qu'on s'engage naturellement. Mais les indicateurs peuvent être source de dérives et vous le savez tous. Prenons l'exemple des formations au numérique. On pourrait se dire que un indicateur simple serait de mesurer le nombre de formations mises en place et le nombre de personnes qui suivent des formations au numérique. Mais en fait, très rapidement, quand on met en place des objectifs chiffrés de ce type-là, on a des dérives qui font qu'on va s'intéresser plus à l'indicateur, aux chiffres, à l'objectif chiffré, qu'à l'ambition qui est effectivement de réduire la fracture numérique. Donc, comme le dit un dicton chinois, quand le sage montre la lune, le singe regarde le doigt, c'est un peu le risque quand on transforme en indicateur numérique trop rapidement des questions qui sont beaucoup plus subtiles. Et le message que je voudrais faire passer, c'est que pour aller vers une mesure d'impact qui ait de la valeur et qui implique, qui soit valorisante pour tous, il faut trouver une manière d'articuler intelligemment ces indicateurs qui sont plutôt quantitatifs avec de l'évaluation qualitative qui oblige à aller sur le terrain pour voir ce qu'effectivement font les actions qui sont mises en place par les différents acteurs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour continuer ce débat, j'appelle donc sur scène Sarah Yannick-Ostaz, la directrice développement du groupe SOS, que vous pouvez applaudir. Cédric Coutat, le président d'HP France, Jean-Noël Barrot, le ministre de la Transition numérique et des télécommunications, Gaëlle Levu, la directrice communication d'Orange France, et Jean Go, la fondatrice de Connexio. Merci beaucoup à tous d'être là. Alors, on l'a vu, hein, la question de l'inclusion numérique, elle est multiple. Finalement, il y a un premier enjeu simple,
presque clair pour tous qui constitue la fracture numérique, c'est la difficulté d'accès. La difficulté d'accès matériel, qui peut être financière, qui peut être physique aussi. On parle et font l'actualité les zones blanches en France, par exemple. Et qui finalement exclut une partie de la population. On sait que c'est sur cet enjeu premier que, par exemple, les premiers acteurs de la Tech for Good, je pense à Emmaüs Connect, petit clin d'œil, se sont créés pour permettre à des gens qui n'avaient pas les moyens, finalement, à l'époque où c'était aussi beaucoup plus cher, d'avoir accès au téléphone portable, d'y avoir accès, par exemple. Et donc, on peut se poser la question, aujourd'hui, si vraiment cette première exclusion est celle qui est la plus importante. Et donc je me tourne vers vous, Gaëlle Levu, parce que vous travaillez à Orange France, et donc avec l'histoire de cette entreprise, vous êtes un peu aux premières loges pour avoir vu ça bouger. Quel constat vous faites aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui un enjeu qui se réduit, ou c'est un enjeu qui continue à exister, voire à se développer? Bonjour à tous. Oui, c'est un enjeu qui se réduit. Aujourd'hui, le taux de pénétration du très haut débit en France est quand même bien plus fort qu'il y a quelques années. Et puis, sous l'impulsion, que ce soit des grands programmes, le New Deal sur le mobile ou le plan France très haut débit, avec cette impulsion du gouvernement, des collectivités locales et des opérateurs, bien sûr. Aujourd'hui, on atteint des taux de couverture quand même sur le mobile de 4G à 99% de la population, 97% du territoire. Sur le 8 mégas ou le 30 mégas, on est sur des taux aussi assez élevés, qui sont proches des 98-99%. Si on prend la fibre, le VDSL, le satellite et les box 4G. Donc on voit qu'il reste encore évidemment des trous de couverture, des petites poches. Évidemment, c'est pas terminé. Donc on continue, tous les opérateurs continuent sur ce sujet. Mais c'est vrai qu'on a quand même passé un cap très important sur le déploiement du très haut débit en France. Après, effectivement, on se pose la question de l'équipement, et puis on a parlé de formation et de capacité à utiliser le numérique. Jean, vous êtes en prise avec le terrain, concrètement auprès de personnes qui peuvent justement subir ces formes de fractures et donc d'exclusion. Comment vous le voyez aujourd'hui, justement? Quel est votre ressenti du terrain? Justement, tout à fait. Pour nous, on a beaucoup de remontées, comme on travaille beaucoup en proximité avec nos publics sur le terrain, donc avec cette présence en plusieurs pays, une quinzaine de villes et qui en site, on a des différentes vraiment expériences et les freins. Et donc, comme vous avez suggéré, et pour faire suite aussi à la présentation par Valérie, on voit que les enjeux d'accès au matériel, de connectivité posent encore des enjeux. On sait que, par exemple, selon les dernières études aussi citées par l'ARCEP, la Banque des Territoires, jusqu'à justement 15% des personnes de plus de 12 ans sont pas encore dotées d'une connexion Internet à domicile, que jusqu'à 20% des personnes aussi ne disposent pas d'un ordinateur ni de tablette chez eux aussi, et qu'on en parle aussi d'équipements dans les écoles depuis pendant la crise Covid, pour les écoles qui étaient les moins équipées, en moyenne ils avaient 9 fois plus d'apprenants ou d'étudiants par poste informatique. Donc on voit aussi en termes d'équipement et accès à la connectivité, il y a des fortes inégalités à creuser. Et donc aussi pour parler un peu des solutions, quelles sont nos observations aussi, quand il faut penser solutions, je dirais il y a 3 choses. Il faut penser à des solutions qui sont intégrées. Souvent les personnes qui sont touchées par ces enjeux d'accessibilité ont aussi d'autres freins. Et donc c'est sur le terrain on travaille beaucoup justement avec les différents acteurs, des aidants, les travailleurs sociaux qui peuvent aussi détecter ces autres besoins et les orienter vers des solutions adaptées. Je pense aussi sur les questions de durabilité et d'abordabilité aussi sur les solutions. Je pense à des initiatives déjà qui étaient évoquées sur les ateliers de bocage, WeFund ou encore Emmaüs Connect, qui pensent à ces questions de reconditionnement. Et un troisième pour nous, c'est aussi ces questions d'accessibilité, qu'on en parle même d'accès à des sites web et des outils. Jusqu'à présent, c'est 70% des sites en France qui ne sont pas accessibles pour toute personne, y compris les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Alors merci, vous me donnez une connexion toute trouvée avec Cédric Coutat. Donc vous êtes président d'HP, donc potentiellement vous pouvez faire quelque chose pour pouvoir aider à une plus forte accessibilité des produits.
peut-être pas des services, mais au moins des produits. Et donc aujourd'hui, comment vous faites aujourd'hui pour lutter contre l'obsolescence? Parce qu'on a parlé de ça aussi, le fait de devoir renouveler en permanence son matériel et d'être possiblement accessible à de plus en plus de personnes. Bonjour à tous. On a déjà un premier constat. L'allongement de la durée de vie des équipements, c'est quelque chose qui répond en général à trois tendances générales. Et on l'a confirmé avec un observatoire que l'on a fait avec l'Institut Harris pour comprendre quels étaient les nouveaux modes de travail, quels étaient les nouveaux modes de vie à l'issue de la crise sanitaire, qui a quand même beaucoup changé côté numérique. Et dans ces trois tendances, il y a une première tendance qui est les attentes des utilisateurs. Les utilisateurs aujourd'hui, en ce qui concerne l'équipement technologique, ils sont à la recherche de produits plus durables, plus réparables. Et ça, c'est vraiment une tendance à laquelle on doit répondre. Il y a une deuxième tendance, on a changé d'ère. En fait, on est dans une nouvelle ère. On est dans l'ère de la fonctionnalité, dans l'ère de l'utilisation, de l'usage, et la possession n'est plus une fin en soi. Et c'est quelque chose d'extrêmement important quand on va regarder les solutions qu'on peut apporter. Et la troisième tendance, qui relie un petit peu les discussions qui ont eu lieu avant sur l'environnement, la troisième tendance, c'est les attentes des entreprises. Les entreprises sont beaucoup plus sensibles à l'environnement qu'elles n'étaient auparavant. Elles sont aussi encouragées pour changer d'attitude ou pour adopter des attitudes plus respectueuses de l'environnement. Et ça aussi, c'est une tendance nouvelle. Ces tendances-là, elles sont soutenues par les réglementations, et c'est très important qu'elles soient soutenues par les réglementations, et des réglementations qui sont souvent plus incitatives en France qu'elles ne sont dans les autres pays. Donc ça aussi, on a une particularité française là-dessus. Et du coup, pour réussir à allonger la durée de vie des produits, pour réussir à abaisser les freins financiers dont on parlait juste avant, on doit continuer absolument le développement des produits éco-conçus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de produire, de concevoir des produits qui auront une durée de vie plus longue. Et quand on regarde ce que l'on a analysé, nous, côté HP, on pense qu'on est capable de réduire de 30% notre empreinte carbone en allongeant la durée de vie d'un équipement de 4 ans à 7 ans. Ensuite, une deuxième chose que l'on doit faire, on doit passer, donc là je vais utiliser un anglicisme, mais on doit passer sur des fonctions ou des solutions as a service. Encore une fois, on se rappelle, on n'est plus dans l'ère de la possession, on est dans l'ère de l'usage, de l'utilisation. Et du coup, être capable de passer sur as a service, où on aura un abonnement mensuel, fera que la plupart des gens seront plus à même d'accéder à la technologie. Et puis le troisième point qui est extrêmement important également, c'est être capable de récupérer le matériel. On doit absolument être capable de récupérer le matériel pour le démanteler quand il est en fin de vie, pour le démanteler, pour le recycler et pour lui donner une deuxième vie qui, elle aussi, aura un impact positif sur l'accessibilité. Par contre, pour faire tout ça, c'est un processus assez complexe. On va devoir travailler en écosystème, ça veut dire tout le monde, avec Orange, mais avec aussi tous les acteurs de l'écosystème. Et on va devoir repenser complètement notre modèle économique. Alors, c'est des choses qu'on a commencé qu'on a démarré il y a pas mal de temps côté HP, mais c'est vraiment un changement complet de notre modèle économique. Merci. Alors, on voit, Jean-Noël Barrot, que les choses bougent et sûrement avancent plutôt dans le bon sens. Après, aujourd'hui, du coup, être coupé du numérique, c'est plus être coupé d'une partie de la vie, c'est être coupé de presque de 90% de ce qui se passe. Et donc, ça rend l'enjeu encore plus aigu. On parlait aussi d'un nouvel écosystème, du coup, à créer entre entreprises, entre acteurs privés, lucratifs, voire non lucratifs. Quelle place aujourd'hui, du coup, pour vous, peut avoir l'État, acteur central, pour y participer et finir de faire ce dernier kilomètre, on va dire, supprimer au maximum les freins existants sur cet accès matériel. Bonjour à toutes et tous, très heureux d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Jean-Marc Borrello. Notre ambition, c'est avec le président de la République et le gouvernement, c'est que la France tienne son rang de grande nation numérique. Pourquoi ? Parce que le numérique porte un certain nombre de promesses pour relever les grands défis qui sont devant nous. Je pense à la transition écologique, bien sûr. Je pense aux questions de santé. Je vois Stan de Doctolib qui s'exprimera, je crois, un peu plus tard aujourd'hui. On voit à quel point le numérique peut améliorer la vie de nos concitoyens. Mais ce défi-là, nous le relèverons
et que si l'ensemble de nos concitoyens peuvent en bénéficier pleinement. Et c'est la raison pour laquelle la lutte contre la fracture numérique, la réduction de cette fracture, l'inclusion numérique, pour le dire de manière positive, est une priorité. Et ça a été bien rappelé en introduction. Il y a tout d'abord la question de la capacité de se connecter à l'espace numérique. Ensuite, il y a la capacité d'être à l'aise avec les services numériques. Ça a été, je dirais, appelé la littératie, et on y reviendra tout à l'heure, je crois. Et puis ensuite, il y a la manière dont les sites, les entreprises, comme le service public, peuvent être rendus plus accessibles à toutes et tous. Et sur ce premier point, qui est celui de la connectivité, évidemment que l'État a son rôle à jouer. Et pour le coup, la France a réussi mieux que d'autres pays à relever ces défis. Pour les infrastructures fixes, et en particulier la fibre, on va fêter cette année les 10 ans du plan France Très Haut Débit. Il y a 10 ans, on s'est dit collectivement, et c'était un pari assez fou, qu'on allait déployer la fibre sur l'ensemble du territoire national pour que, quel que soit le territoire dans lequel on vit, on puisse avoir accès au très haut débit à l'horizon 2022-2025. Eh bien, 10 ans plus tard, le défi a été relevé, et c'est le partenariat entre les collectivités, les opérateurs télécoms et l'État qui a permis d'atteindre un niveau qui était celui qu'on escomptait 10 ans plus tôt, en 2013, et sans dérapage de coûts ni pour les finances publiques, ni pour les opérateurs, ni pour les collectivités locales. Aujourd'hui, plus de la moitié des nouveaux abonnements se font sur la fibre. Et dans le baromètre du numérique qui a été publié il y a quelques jours, on s'aperçoit que les Français sont évidemment très satisfaits. Il reste désormais la part la plus compliquée à faire, c'est-à-dire celle qui n'a pas encore été, la partie du territoire qui n'a pas encore été couverte et qu'on a besoin de couvrir le plus rapidement possible pour pouvoir retirer le réseau cuivre qui continue d'exister et qui est très consommateur d'énergie. Et pour cela, on travaille à concevoir un droit au très haut débit pour tous, pour que, avec un débit minimum, avec des tarifs sociaux, avec des conditions financières d'aide à l'équipement des familles modestes, on puisse offrir à tous les Français le droit au très haut débit. Et puis un mot sur le mobile. Parce que le mobile, c'est une dimension qui est tout aussi importante et qui, pendant longtemps, a fait l'objet de critiques très, très significatives et très pertinentes de nos concitoyens qui vivaient dans ces fameuses zones blanches et se sentaient exclus du développement de la société numérique. Là aussi, grâce au travail de Julien de Normandie, de Jacqueline Gouraud et de Cédrico, on a, grâce à un accord qu'on a appelé le New Deal mobile, réussi à effacer en 5 ans des milliers de zones blanches de notre territoire. Et en 2025, ça aura été 5000 zones blanches effacées du territoire national, là aussi grâce à un accord intelligent passé entre les opérateurs télécoms, l'État et les collectivités. C'est là où l'État peut jouer son rôle, en tout cas là où est sa place première dans la réduction de la fracture numérique, c'est-à-dire de donner accès à chacun à cette infrastructure essentielle pour accéder à l'espace numérique. Super, merci beaucoup. Alors, on l'a vu, il y a plusieurs sujets. Et donc, le deuxième sujet dont vous avez aussi chacun parlé, c'est l'usage. En gros, c'est comment aujourd'hui on peut utiliser réellement le numérique quand on y a accès. Et il y a des difficultés d'usage, de la subtilité de l'utilisation de différents réseaux jusqu'à l'électronisme. Et donc, on parle, dans d'ailleurs une récente interview de Jean à l'Impact Tank, tu as parlé de fragilité du coup numérique. Et donc, je voulais que tu reviennes là-dessus pour nous dire pourquoi tu as inventé ce nouveau terme pour aller de la fracture à la fragilité. Donc je pense qu'on avait, travaillé beaucoup en écosystème avec d'autres partenaires, avec la Mednum, et donc l'objectif c'est de sortir en fait et vraiment avoir une idée sur en fait de plus en plus aujourd'hui quand on parle des compétences, parce qu'on avait parlé justement en fait des enjeux en fait accès au matériel, à la connectivité, mais de plus en plus les enjeux aussi sont justement la maîtrise des outils et les usages. Et pour nous en fait en travaillant sur le terrain, un des freins on voit qui sont les plus importants, c'est avec
avec toutes les accélérations, les tendances de digitalisation qu'on voit, de plus en plus, ce qui est important, c'est non seulement la maîtrise de ces outils, mais aussi la capacité de vraiment s'adapter au changement. Et pour ça, en fait, on estime qu'il y a vraiment en fait, un niveau d'autonomie numérique qui est très très important. Et donc en fait dans cette idée de fragilité numérique, c'est de pas en fait voir ça comme un concept binaire 0-1, on est inclus ou on n'est pas inclus, mais de voir aussi que de plus en plus c'est en fait sur vraiment une gamme des compétences. Et pour donner par exemple 2 exemples concrets, souvent en fait je cite l'exemple des jeunes qui peuvent être sur certaines dimensions en fait de maîtrise des compétences, être très à l'aise sur les réseaux sociaux comme TikTok, mais quand on travaille avec eux, surtout les jeunes des missions locales, on voit que d'actualiser leur CV, de communiquer d'une manière professionnelle avec les employeurs, ils ont des freins ou des lacunes dans la maîtrise de ces outils et ces compétences. Deuxième exemple, on voit aussi, c'est que de plus en plus, ça aussi concerne des personnes qui sont en situation actuelle du travail aussi, parce qu'il y a cette transformation de beaucoup de secteurs d'activité. Et pour rester justement en fait, à jour sur les compétences, les outils qui sont introduits aujourd'hui, il faut aussi accompagner en fait, les salariés qui sont actuellement dans les entreprises. Je pense qu'en France, jusqu'à la moitié des entreprises communiquent sur un plan de transformation numérique, mais il n'y a que 10% qui réfléchissent aussi sur la nécessité d'embarquer et d'avoir des plans de formation ou d'accompagnement de leurs salariés dans cette transformation. Et donc pour nous, je pense que les 2 points clés, c'est vraiment réfléchir à ces questions d'autonomie numérique avant l'employabilité. Et on sait que selon certains rapports de France Stratégie, il peut voir des gains énormes. En fait, c'était cité jusqu'à 2 milliards en fait, euros par an en termes de gains pour toute la France. Et aussi penser en fait à des mesures. On avait parlé justement, en fait, on est ici pour parler de mesures d'impact. Quelles sont aussi des mesures de ces questions d'autonomie numérique, de progrès on peut faire ensemble pour assurer qu'il y a plus justement de collaboration dans l'écosystème entre des structures. Merci beaucoup. Alors, Sarah, du coup, le groupe SOS est engagé depuis toujours sur des publics fragiles. Comment vous avez vu émerger cette question de la fragilité numérique et comment vous la voyez évoluer? Oui, merci. Vous m'entendez? Merci Caroline. Donc ce que disait Jean et ce que vous avez dit Valérie fait écho parce que le groupe SOS a vraiment connu cette transformation numérique du secteur de l'action sociale. Donc depuis chaque année, on accompagne 2 millions de personnes qui sont des personnes sans abri, des mamans isolées, des jeunes décrocheurs qui du coup subissent un certain nombre de vulnérabilités, de fragilités. Et après, en quelques années, nos salariés et nos publics ont connu la dématérialisation des demandes d'asile à l'OFPRA, de l'actualisation des droits Pôle emploi, des demandes de prestations à la CAF. Et donc à ces fragilités sociales, territoriales aussi, parce que on a également ouvert un certain nombre de dispositifs, notamment des cafés, ça fait écho à la table ronde d'avant, dans des territoires dits isolés, donc des petits villages. Tous ces publics qui avaient un certain nombre de fragilités ont connu, vécu, voire subi cette transformation, ce tout numérique. Et donc, depuis 2018, le groupe SOS accompagne et cherche à adresser cette problématique à travers les actions de Reconnect, qui est une des associations du groupe SOS. Et puis, plus récemment, à travers le recrutement de 75 conseillers numériques, France Service, qu'on a recrutés dans nos établissements, à côté de nos travailleurs sociaux, pour accompagner nos publics sur l'autonomisation, ce que tu disais, Jean, et donc travailler vraiment en complémentarité. Et là où ce que vous dites, Valérie, fait aussi écho, c'est que nous, on a besoin de montrer à nos équipes, à nous-mêmes, que c'est utile de recruter 75 conseillers numériques, parce que c'est un investissement évidemment de la part de l'État, mais aussi pour nos équipes, pour nos directeurs d'établissement. Et pour nous, montrer que c'est utile, c'est pas seulement combien d'ateliers ont été faits, peut-être combien de demandes de CAF ont été réalisées ou de demandes à l'OFPRA, c'est comment on peut réussir à montrer que c'est du temps libéré pour nos travailleurs sociaux, que ça a développé peut-être la paire-aidance, parce qu'au sein d'une équipe de 10 personnes hébergées, il y en avait un qui était un peu plus à l'aise et du coup, il s'est senti investi d'une mission d'aider ses camarades sur le fait de bien utiliser Internet, comment ça leur a fait gagner confiance en eux,
voire ça a permis, et c'est le cas dans certains de nos établissements, de mener certaines de nos personnes vers l'école 42, c'est-à-dire vers des métiers du numérique. Et on parle de personnes qui ont subi des chômages longs, qui avaient vraiment perdu confiance en eux, et chez qui, en fait, le fait d'accompagner au numérique a débloqué des freins bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer quand on s'est dit qu'on allait embaucher des conseillers numériques au sein de nos structures. Et donc c'est là où la mesure d'impact, c'est comme vous le dites, c'est pas seulement des indicateurs, c'est vraiment mesurer comment l'intégration d'une personne dont le métier c'est l'accompagnement au numérique a un impact sur l'ensemble de l'insertion professionnelle de nos publics. Merci. Alors Jean-Noël Barrot, Sarah vient de parler de l'effet justement de ce travail de capacitation, d'inclusion numérique. Pour vous, quels sont les objectifs majeurs de ce travail-là en termes d'inclusion, aussi d'impact social plus largement, d'inclusion vers l'emploi? Quels sont les enjeux clés? Donc, j'ai parlé tout à l'heure de ce que l'État et le gouvernement a mis en place pour les infrastructures. S'agissant de l'inclusion, c'est-à-dire l'accompagnement vers l'autonomie numérique, on est là face à une politique qui est très nouvelle et qui en réalité a connu son baptême avec la création des conseillers numériques France Service qui ont été institués par Cédrico et Jacqueline Gouraud il y a 1 an et demi, avec comme idée d'aller, en les plaçant auprès du groupe SOS, dans les CCAS, dans les chambres d'agriculture, dans les maisons France Service, d'être un point de contact au plus près de nos concitoyens pour leur permettre d'avoir un interlocuteur qui les accompagne vers cette autonomie. Si on regarde le bilan de cette très jeune politique sur le plan quantitatif, il y a de quoi être satisfait, puisque je crois que c'est plus d'1 million de nos concitoyens qui ont bénéficié d'un accompagnement en très peu de temps, en 1 an et demi, grâce à l'action de ces conseillers numériques. Maintenant, il nous faut aller plus loin et il nous faut coordonner, structurer cette politique-là pour que dans chaque bassin de vie, on sache qui est le coordinateur, qui est le chef de file de cette politique, bref, que progressivement, cette politique nouvelle se structure au niveau des bassins de vie, c'est-à-dire au dernier kilomètre. Alors on aurait pu décréter les choses depuis Bercy et en espérant qu'elles s'imposent d'elles-mêmes sur le terrain. Mais on s'est abstenu de procéder de cette manière-là et on a confié à la Mednum, avec la Banque des Territoires, avec l'ANCT, le soin d'animer des groupes de travail qui sont en train de travailler activement à nous remettre dans quelques semaines une feuille de route qui nous dira quelle est la bonne articulation, quel est le bon niveau de coordination au niveau local, qui nous dira quels sont les financements qu'on peut aller solliciter pour pérenniser, muscler cette politique-là, qui va nous dire comment est-ce qu'il faut approcher la structuration des métiers et des formations de tous ces métiers de la médiation et de l'accompagnement numérique, et qui va aussi nous dire comment est-ce qu'on peut durablement et mieux évaluer l'impact de ces politiques au-delà du nombre de personnes accompagnées. On a de beaux outils pour le faire. On a, je pense en particulier à l'outil qui est déployé dans les lycées aujourd'hui, qui est déployé à Pôle emploi, qui est l'outil de PIX. On va avoir dans quelques semaines une étude du CREDOC qui va nous permettre de mieux comprendre quels sont les ressorts de l'exclusion numérique et de l'inclusion numérique. Bref, je pense qu'on a beaucoup d'outils à mettre en place aux côtés de cette politique que l'on déploie pour, au fil des années et en co-construction avec les acteurs, en améliorer l'efficacité. Merci beaucoup. Alors, Gaël Levu, vous êtes finalement un des meilleurs acteurs pour connaître justement cette fragilité presque de l'intérieur, parce que vous connaissez les usages de vos utilisateurs, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, peut-être ce qui est plus compliqué pour eux. Alors aujourd'hui, comment vous pouvez agir concrètement avec cette connaissance pour pouvoir au plus près des difficultés trouver ou participer avec d'autres acteurs à trouver les bonnes réponses? Alors déjà, je rassure, je sais pas si ça marche, oui. Je rassure, on ne regarde pas ce que font nos clients, hein, donc au cas où il y aurait un doute. Donc on ne connaît pas évidemment précisément ce que font nos clients. Donc en revanche, ça fait plusieurs années qu'on propose des programmes avec la Fondation Orange ou directement par des ateliers gratuits. Et depuis le mois de juin l'année dernière, on a rassemblé tout ça et on a essayé de mieux organiser ce que l'on pouvait proposer dans les territoires sous la bannière d'Orange Digital Center. C'est un
programme qu'on a lancé, qu'on lance d'ailleurs dans tous les pays Orange. Et l'enjeu, c'était de se refocaliser sur quelques cibles pour pas se disperser. Donc on a choisi de travailler sur les seniors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'enjeu sur les seniors, c'est vraiment de faire que le numérique soit un facteur d'inclusion. Là, je reviens dans l'aspect positif et on voit bien les besoins de comprendre comment s'en servir. On a vu pendant le Covid à quel point aussi c'était important parce que ça permettait de garder un lien avec la société. Donc là, on va proposer des ateliers, que ce soit dans des sites Orange ou dans les EHPAD, avec des salariés volontaires, avec des associations avec lesquelles on travaille, pour pouvoir leur expliquer comment prendre en main un smartphone, comment utiliser WhatsApp, voilà vraiment les basiques. Et donc, on travaille sur ces ateliers-là. La deuxième cible qu'on a regardée, c'est les jeunes, avec effectivement le prisme qu'on a dit là, qu'on a partagé, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes se disent numérique, se disent très à l'aise avec le numérique, et puis en fait quand on creuse un peu, on voit bien qu'il y a toute une partie qui maîtrise effectivement, et puis il y a d'autres sujets qui maîtrisent beaucoup moins. Donc là on travaille beaucoup avec les fédérations sportives, le foot et le rugby en particulier, et l'idée c'est d'aller les rencontrer, ces jeunes, dans des moments un peu décalés, donc pas forcément pendant les heures scolaires, mais à côté, et on leur propose des jeux, des escape games, on leur propose des choses comme ça pour qu'ils comprennent que le numérique peut être, c'est absolument génial quand on sait bien le maîtriser et toutes les facettes. En revanche, quand on est un peu à côté, on risque de faire des bêtises et on risque de ne pas effectivement s'en sortir. Donc on travaille sur des sujets évidemment de harcèlement, mais aussi de réputation, de temps d'écran, de choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place aussi sur le terrain, dans les territoires, avec les clubs amateurs, et on voit que ça marche très très bien. Et puis la dernière cible, elle va s'attacher aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, avec des programmes pour essayer de les accompagner et de leur montrer que le numérique, maîtriser le numérique, c'est fondamental pour être capable de se projeter avec son projet dans la durée. Donc on a mis en place tout ce programme-là sur l'ensemble du territoire. Alors effectivement, c'est pas le seul indicateur qu'on regarde, c'est le nombre de bénéficiaires, et on est un peu frustré de ça, parce que c'est vrai que ça cache tellement de choses différentes derrière. On est en 2022, on a eu à peu près 230 000 bénéficiaires. On a lancé ça en 2022 et l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin et d'être capable de sentir ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a des cas évidemment très très différents selon les cibles et puis selon les actions qu'on va avoir. Merci beaucoup. Alors Cédric Coutat, vous, en concevant finalement vos matériels, est-ce que vous pouvez aussi être une solution pour un accès plus généralisé, plus universel au numérique ? Oui, tout à fait. Alors, je pense déjà que le régulateur aujourd'hui a amené tout un tas de fabricants à harmoniser certaines pratiques. On peut penser aux chargeurs universels pour les téléphones portables, par exemple. Et c'est une bonne chose pour les utilisateurs, c'est une bonne chose pour l'environnement, donc c'est quelque chose de très positif. On a certains fabricants qui aujourd'hui ont standardisé leur production. Je pense par exemple aux fabricants de dalles pour les ordinateurs, les écrans des ordinateurs portables. Néanmoins, je ne pense pas que l'universalisation ou l'uniformisation soit vraiment la clé. On doit absolument laisser les fabricants trouver la meilleure façon de comment assembler leurs composants, comment faire évoluer leurs composants. On doit bien évidemment forcer l'idée d'allonger la durée de vie des produits, l'idée d'améliorer la réparabilité également des produits, mais les laisser innover là-dessus. On peut réfléchir maintenant sur les pièces de rechange, par exemple, à faire en sorte que les pièces de rechange soient issues de l'impression 3D, ce qui va avoir un impact positif. On doit vraiment laisser les fabricants innover. C'est notre devoir, en tout cas nous HP, d'innover. C'est notre devoir de mettre sur le marché des gammes de produits qui vont répondre aux nouveaux usages et aux nouveaux besoins de nos utilisateurs, que ce soit côté particulier ou côté professionnel. Donc, et c'est en faisant ça, en laissant les fabricants innover, qu'on va permettre de réduire les coûts. Très important d'être capable d'amener sur le marché des produits qui vont être moins énergivores, des produits qui vont être plus sobres en matériaux également, qui vont utiliser des matériaux recyclés, et surtout des produits qui vont durer plus longtemps dans le temps. Ok, merci beaucoup. Alors, une dernière question qu'on va centrer sur la mesure d'impact pour finir, avec question un peu longue, mais réponse courte, s'il vous plaît. Non, mais l'Observatoire annuel de l'inclusion numérique a publié avec la MENU une étude montrant que
sur tous les acteurs aujourd'hui qui travaillent sur cette question, il y en a autour de 60% qui sont d'accord pour aller dans des dispositifs d'évaluation d'impact beaucoup plus poussés. Et on sait que ça peut être exigeant pour les acteurs de pouvoir ainsi rendre des comptes, peut-être si on le dit négativement, mais peut-être aussi valoriser leur impact à 360. Aujourd'hui, comment vous voyez cette possibilité ? Vous en avez quand même pas mal parlé, les indicateurs seulement chiffrés, la difficulté peut-être de trouver des objectifs partagés sur lesquels on pourrait communiquer. Comment vous pensez qu'on peut avancer là-dessus ? Et je pense peut-être d'abord vous poser la question à vous, Jean-Noël Barrot, parce que je sais que vous en avez fait un sujet du CNR, Conseil national de la refondation, et donc je pense que ça doit être un sujet qui vous préoccupe. Oui, je pense qu'on a besoin d'évaluer toute politique publique et singulièrement celle-ci parce qu'elle est nouvelle et parce qu'en réalité, il y a derrière cette politique une question de justice. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas solliciter le soutien de nos concitoyens pour bâtir une grande nation numérique si une partie d'entre eux reste au bord du chemin. Mais c'est aussi pour un certain nombre d'acteurs directs ou indirects de cette politique, une question économique. Je pense à toutes les entreprises de France qui vendent des biens ou des services par l'intermédiaire de l'espace numérique. Ces entreprises ont besoin que les Françaises et les Français soient accompagnés vers l'autonomie, vers la compréhension des usages du numérique. Et cela, ils le comprendront d'autant mieux qu'on évaluera l'impact des politiques d'inclusion numérique que nous menons collectivement sur l'autonomie et la capacité de nos concitoyens à maîtriser ces outils. Et je le dis de manière très intéressée. On a estimé avec les groupes de travail que j'évoquais, qui travaillent depuis cet automne à la question, que la politique d'inclusion numérique, c'est environ 450 millions d'euros. L'État va prendre sa part. Mais soyons honnêtes, on aura besoin dans les années à venir que les entreprises, elles aussi, prennent leur part de cette politique-là, dont elles bénéficient directement ou indirectement, puisque un certain nombre de nos concitoyens vont, grâce à cette politique publique, progresser vers une meilleure maîtrise des usages. Et donc nous soutiendrons évidemment toutes les initiatives visant à améliorer la compréhension de l'impact de cette politique d'inclusion numérique, impact que nous utiliserons ensuite pour convaincre les entreprises, les acteurs privés de participer eux aussi, comme le fait le monde associatif depuis un certain nombre d'années, au financement de cette politique. Merci. Alors, Gaëlle Levu, je rebondis sur ce que vous disiez, indicateurs chiffrés, nombre de bénéficiaires. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Ben oui, je pense qu'on doit pouvoir aller plus loin et c'est ce qu'on va chercher ensemble et c'est ce qu'on essaye collectivement de monter là dans le cadre de cet indicateur, de cette recherche en fait de comprendre cet impact. Je pense que c'est effectivement extrêmement important d'avoir ça à la fois pour être sûr qu'on travaille sur les bons sujets et d'être sûr qu'on n'est pas en train d'arroser au mauvais endroit. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis c'est important aussi en interne, nous, dans les entreprises, de pouvoir montrer que ce qu'on est en train de faire a un impact. Tu disais aussi, c'est important pour les personnes qui travaillent sur ces sujets de comprendre, en fait, au-delà des chiffres, l'impact qu'elles ont dans la vie des gens. Ça, c'est vraiment structurant. Mais avec le bémol alors je ne sais pas si c'est le singe, le doigt et la lune, mais de ne pas faire une usine à gaz, quoi. Je pense qu'il ne faut pas qu'on passe plus de temps à essayer de mesurer qu'à faire, quoi. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre ensemble pour avoir un cadre commun. Ça permettra aussi de faire des projets en commun parce qu'on aura un référentiel commun et ça c'est vraiment hyper important parce que ces sujets-là, on ne peut pas les aborder chacun dans son coin si on veut pouvoir démultiplier l'impact. Mais attention effectivement à ne pas faire quelque chose dans lequel on passe plus de temps que sur le terrain, essayer de faire bouger les lignes, quoi. Merci. Alors Cédric, vous aussi, HP, qu'est-ce qui serait utile pour vous comme référentiel, indicateur commun pour pouvoir avancer dans le même sens ? Alors déjà, je pense que les actions, on doit les mener au niveau local et on doit les mener au niveau national aussi. Il est vraiment important pour moi qu'on ait des objectifs clairs au niveau national et des objectifs que l'on met en concertation avec les principaux acteurs pour faire en sorte que l'on soit vraiment droit au but par rapport à la question qu'on essaie de résoudre.
quand on regarde ce que l'on fait, donc nous on est forcément beaucoup plus impliqués sur l'équité digitale. On est présent dans un tas d'associations, dans les Déterminés, dans Hours of Code, dans les Astroliens, on parlait tout à l'heure. Et à chaque fois, on est présent également sur le campus numérique et on essaye d'être présent aussi bien sur nos 2 principaux sites à Grenoble et à Meudon. Et quand on regarde la façon dont on est présent, c'est soit avec des soutiens financiers, soit avec des dotations de matériel, mais le plus important, et c'est vraiment le plus important, avec de l'accompagnement, du mentorat, et c'est nos employés eux-mêmes qui font ça. Donc on donne la possibilité à nos employés d'avoir 4 heures par mois de bénévolat. On a totalisé en 2022 6500 heures de bénévolat. On est à peu près 1000 employés, donc on a vraiment des gens qui participent. Par contre, pour revenir à ce que vous disiez, il est évident que ça a un impact. Il est évident que beaucoup d'entreprises prennent vraiment leurs responsabilités par rapport aux enjeux sociétaux. Maintenant, est-ce qu'on peut mesurer quel impact ça a? Les 6500 heures que l'on a totalisées l'année passée, oui, ils ont forcément eu un impact positif. Lequel exactement? C'est là où c'est compliqué. C'est là où on doit vraiment avancer pour faire en sorte que l'on soit capable clairement de dire quel impact on a eu pour justement faire en sorte que encore plus de gens participent et encore plus de gens soient volontaires dans ce type d'activité. Merci beaucoup. Alors Sarah, vous disiez nécessiter des acteurs de terrain à évaluer leur impact. Oui, donc nécessité de mesurer leur impact et comme tu le disais Caroline, de ne pas que ce ne soit pas vu par les acteurs de terrain, c'est-à-dire littéralement nos chefs de service, nos conseillers numériques, comme un flicage, et au contraire, comment on construit avec eux une mesure d'impact qui leur permet de valoriser leurs actions, qui nous, comme n'importe quel acteur du tissu associatif, nous permet d'objectiver auprès de financeurs et donc de continuer à pouvoir mettre en place nos actions. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je crois l'ensemble des acteurs autour de cette table se sont mis autour d'une table pour lancer le collectif de l'inclusion numérique, qui est exactement ce que l'on décrit tous. C'est comment on arrive à faire converger nos besoins en termes d'évaluation d'une politique de bénévolat ou d'accessibilité d'un matériel ou de financement d'acteurs associatifs dans le cadre de la lutte contre l'isolement des seniors. Comment on fait converger l'ensemble de ces ambitions sur un référentiel commun qui ne fasse pas une usine à gaz, comme vous le dites, c'est-à-dire 45 minutes d'évaluation auprès des publics pour un atelier qui aura duré 1 heure, et comment surtout on donne, parce qu'on a la chance au groupe SOS peut-être d'être assez bien câblé pour pouvoir participer à ces réflexions, mais comment une petite association locale peut également prendre en main ces outils de mesure d'impact et de collecte pour après la réaliser. Donc l'objectif, c'est rendez-vous dans 10 mois normalement, avec un référentiel clair, des outils de collecte qui serviront, j'espère, à l'ensemble de l'écosystème. Merci beaucoup. Alors pour finir, Jean, tu avais une proposition à faire pour aller plus loin, que je te laisse soumettre à nous tous, mais aussi au ministre qui est à côté. Ça tombe bien. Donc je pense qu'on a beaucoup travaillé aussi avec nos partenaires l'écosystème, la Magnum, Impact France bien sûr, en fait, et aussi le groupe SOS. Et pour nous, je pense qu'une des propositions, en fait, on voulait sortir aussi. Je pense que je suis ravie en fait de savoir qu'il y a le doigt universel, en fait, le plan haut débit. Mais pour nous, ce qu'on voit aussi aujourd'hui sur le terrain, c'est qu'il y a encore beaucoup des publics dans des situations où, par exemple, aujourd'hui, si on est dans une situation d'emploi, c'est beaucoup plus facile d'accéder à des différents dispositifs de formation et d'accès. Le CPF, le plan de formation de l'entreprise. Mais pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas encore ces crédits, ça peut être en fait pour des situations des jeunes, des personnes primo-arrivantes, par exemple, qui accèdent soit pas du tout ces dispositifs ou très difficilement. On propose aussi d'avoir en fait un espace, vraiment des dispositifs pour les personnes qui sont justement hors système aujourd'hui. Donc ça peut être en fait un droit universel à cette formation numérique. Et l'enjeu, c'est vraiment en fait de faire en sorte que les personnes qui ont les plus besoin de ce type d'accès à ces opportunités peuvent y accéder beaucoup plus facilement. Je pense que dans les détails, on peut en parler parce que ça peut être une extension, par exemple, des systèmes de chèque numérique aujourd'hui, mais pour aller encore plus loin dans les types de compétences incluses, les modalités de déploiement aussi. Mais pour nous, en fait, on est convaincus que le numérique doit être un vecteur d'inclusion, d'égalité et d'employabilité. Et pour y parvenir, il faut inclure les personnes qui ont les plus besoin pour pouvoir vraiment intégrer dans ces solutions. Petite réaction rapide, à brûle-pourpoint de Jean-Noël Barrot. Bonne idée,
à discuter? La numérisation, elle passera toujours à un moment ou à un autre par le rapport humain. Et c'est la raison pour laquelle on a concentré toute notre puissance de feu côté État sur les conseillers numériques. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi rappelé il y a quelques minutes qu'on comptait non seulement sur les entreprises, les acteurs du monde associatif et de l'économie sociale et solidaire exemplaires, mais sur tous les autres, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ceux qui seront là l'année prochaine, pour participer à la construction de cette politique dont nous avons tous besoin. Donc, à mon avis, toutes les propositions doivent être mises sur la table pour y parvenir. Et c'est vrai que l'accès à la sensibilisation, à la formation doit être massifié. Et si les conseillers numériques ne peuvent pas atteindre toutes les personnes ou toutes les populations sur le territoire national, alors peut-être faut-il compléter le dispositif avec d'autres moyens. Et donc, on est très ouvert à y regarder ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce débat. On va enchaîner avec un autre échange tout à fait dans la même lignée, et je pense qu'il pourra aussi rebondir sur ce débat, avec un échange spécifique sur les enjeux d'innovation en santé, avec Stanislas Niox-Chateau. Excuse-moi Stanislas, j'écorche ton nom. On va s'asseoir là tranquillement. On va boire un verre d'eau et on vous retrouve tout de suite. S'ils peuvent changer. Voilà. C'était pas du tout ça le titre, ils se sont trompés. Merci à tous. Alors, on a l'immense chance d'avoir Stanislas Niox-Chateau, le fondateur de Doctolib, pour échanger sur ce sujet qui est compliqué et en même temps hyper important, de l'évaluation de l'impact sur les enjeux de santé et puis dans la croissance, dans le développement d'une entreprise qui grandit vite. Donc Stanislas, on va commencer tranquillement. Donc vous avez cofondé Doctolib il y a bientôt 10 ans dans le secteur de la santé, et on peut se dire peut-être que ce secteur est d'essence à impact et que tout le monde est à impact dans la santé. Alors qu'est-ce que ça a de spécifique aujourd'hui, se dire acteur à impact dans le monde de la santé? Écoutez, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci aussi au groupe SOS de m'avoir invité. Vous l'avez bien dit, moi j'ai fait le choix il y a 10 ans d'innover dans la santé parce que je voulais avoir de l'impact. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, pour être honnête. Je voulais juste essayer d'aider les patients et les soignants. Et en fait, pour moi, avoir de l'impact, c'est pas innover, faire des technologies qui marchent. Pour moi, avoir de l'impact, c'est essayer de répondre à des besoins, à des problèmes, et essayer d'y répondre durablement et concrètement. Et donc, on parle beaucoup, et on vient d'en parler, de technologie, de numérique. En fait, pour moi, l'impact, il est mesuré au regard de la durabilité de la réponse à un besoin concret des gens.
Et innover dans la santé, oui, c'est spécifique. Et on en a parlé brièvement ensemble avant de se rencontrer. En fait, moi, j'ai la conviction que l'accès aux soins, il est universel et égalitaire. Et donc, toute innovation dans la santé, elle doit être utilisée par tous, utilisable par tous. Moi, j'ai la conviction que c'est les soignants qui font la santé. Et donc, toute innovation à impact dans la santé, elles doivent être co-construites avec les soignants. Moi, j'ai la conviction que la santé, c'est un bien commun et que vous en êtes tous propriétaires. Et donc, une innovation numérique dans la santé, elle doit respecter la confidentialité et la sécurité. Et même chose sur l'humain, on a beaucoup parlé d'humain. En fait, une innovation à impact dans la santé, elle doit mettre l'éthique et l'humain au centre de tout. Et donc, oui, innover dans la santé, je pense que c'est plus dur que dans d'autres secteurs parce qu'il y a des barrières, il y a des freins, il y a de la complexité. Par contre, ça a un sens incroyable si on arrive à améliorer concrètement le quotidien des patients et des soignants. Et c'est ce qu'on essaie de faire et ce que plein d'autres entrepreneurs du monde associatif, privé à but lucratif, essayent de faire en France. Alors, c'est une manière de faire aussi l'impact. C'est ce qu'on se disait aussi. La manière dont vous pensez votre activité pour qu'elle ait le plus d'impact. Est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce qu'elle est organisée différemment parce que vous pensez à l'impact ? C'est un point qui est très important. Moi, vous savez, quand on a créé Doctolib en 2013, on était 4 à peu près 500 mètres d'ici. Et moi, je me suis dit, je veux juste avoir un impact sur le quotidien des soignants et sur l'accès aux soins. Et donc, on a commencé à travailler et à rencontrer les soignants et les patients pour essayer d'apporter des solutions utiles et utilisées par tous. Et donc, comment on mesure cet impact ? On ne le mesure pas à la taille de l'entreprise d'un point de vue économique, on le mesure au niveau d'utilisation et d'impact sur le quotidien des patients et des soignants. Et donc, je vais être très précis. Nous, on crée des logiciels, des services pour les soignants, pour qu'ils aient plus de temps, donc qu'ils gagnent 1 à 2 heures par jour, pour qu'ils aient plus de confort de travail, pour qu'ils prennent en charge plus de patients, 10, 15, 20% de patients en plus en fonction des spécialités, pour qu'ils coopèrent mieux avec leurs confrères, pour qu'ils améliorent la prise en charge de leurs patients. Et même chose pour les patients, et vous êtes peut-être dans la salle ou à distance des patients, on a créé cette boîte pour que l'accès aux soins soit plus rapide, simple et égalitaire. Et plein d'études aujourd'hui montrent qu'il faut 60, 70 jours, 80 jours pour accéder à certaines spécialités dans certains territoires, ce qui est bien sûr impossible si on part du postulat que l'accès aux soins doit être égalitaire, rapide et simple. Et donc nous, on a contribué à améliorer cet accès aux soins, on a contribué à fournir un service utile et utilisé par tous. Et ça a très bien été dit avant, hein. Je vais vous donner quelques chiffres. On a prouvé qu'on pouvait faire un service numérique utilisé par tous. Je ne sais pas si vous le savez, mais 90% de nos utilisateurs sont en dehors des 5 plus grandes villes de France. Je ne sais pas si vous le savez, mais 5 millions de Français ont plus de 65 ans et utilisent Doctolib. Et donc, on est devenu l'un des services les plus utilisés dans le monde rural, les plus utilisés par les seniors, juste parce qu'on a fait quelque chose d'utile et simple. Et donc, toutes ces innovations numériques, elles doivent avoir cette vision d'universalité et de durabilité. Et c'est pas, on peut tous se relever les manches pour le faire. Et donc, du coup, votre évaluation d'impact, les indicateurs que vous choisissez, quelle place ils ont dans l'entreprise? Est-ce que vous avez réussi à avoir des indicateurs clés qui sont normés, connus, au moins très bien en interne, et qui finalement sont regardés autant que les indicateurs financiers qui sont connus aussi de tous, ou alors c'est réservé, chacun a son domaine réservé? Comment on arrive à équilibrer ces deux jambes de l'impact et aussi de l'hypercroissance, parce que ça a été l'hypercroissance pour Doctolib? En fait, nous, on est devenu une entreprise à mission, avec les 2 missions que je vous ai partagées, d'amélioration du quotidien des soignants et d'amélioration de la santé pour tous. Et donc, l'impact qu'on a sur les soignants qui nous font confiance et les patients qui nous font confiance, il est plus important que la trajectoire économique de Doctolib. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ce qui fera le succès et la protection de Doctolib sur les 10-20 ans à venir. Et donc, très concrètement, on veut faire gagner du temps aux soignants.
Et donc on mesure pour chaque produit qu'on lance le temps gagné par eux. Très concrètement, on veut que les soignants ils puissent soigner plus de patients et plus vite. Donc on mesure le nombre de patients qu'ils peuvent soigner plus rapidement. Très concrètement, on veut qu'ils coopèrent plus parce que quand vous allez voir un médecin généraliste et derrière vous devez aller voir un centre de santé, un laboratoire, un centre de radiologie, etc. Bah, cette coopération, vous en avez le droit. Et donc tous les services qu'on lance, ils ont des indicateurs d'impact sur le quotidien des soignants et l'accès aux soins des patients. Ces indicateurs d'impact, ils font que nos produits sont bons ou pas bons, qu'ils sont utilisés ou pas. Et pour moi, c'est la seule raison d'être d'une entreprise à mission comme la nôtre, et j'espère que c'est la seule raison d'être de la majorité des entreprises publiques, privées ou associatives, parce que in fine, on est tous là pour améliorer le quotidien des gens. C'est pour ça qu'on se lève le matin, et c'est pour ça que vous avez brillamment organisé cet événement. Et du coup, vous avez l'impression que c'est très clair et que toutes les parties prenantes du coup, de l'entreprise ont ça en tête, ça drive leur choix. C'est quand même pas obligatoire. Enfin voilà, c'est le fait que l'impact drive les choix de toutes les parties prenantes et salariés d'une entreprise face aux enjeux économiques, ça peut aussi susciter des tensions. Bien sûr, c'est en permanente évolution. Et on est devenu entreprise à mission parce que c'est la concrétisation, c'est la matérialisation de ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est la matérialisation de ce qu'on a fait aussi durant le Covid en aidant la vaccination, les tests, la continuité des soins, les centres SAMU sans Covid. Mais l'enjeu de transparence, pour mesurer l'impact tous les jours, tous les semaines, tous les mois, l'enjeu de communication de cet impact, interne et externe, il doit être partout. Et donc oui, moi j'invite toutes les entreprises à communiquer sur leur impact, toutes les entreprises à investir sur cet impact, puisque c'est ce qui fera que les gens les utiliseront durablement. Et du coup, est-ce que vous vous sentez partie prenante finalement d'un intérêt général? On a parlé en tout début de la tension entre intérêt général et un particulier, et du fait que ça pouvait coexister, mais qu'on était vraiment là autour de l'impact sur les enjeux d'intérêt général partagé. Comment vous avez l'impression que ça infuse l'entreprise, puis infuse votre place aussi dans l'écosystème santé plus globalement? Moi, j'ai la conviction qu'on peut être une entreprise privée et servir l'intérêt général. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction que si on mesure l'impact, si on a des missions claires, si on fait du reporting sur cet impact, si les utilisateurs sont les juges finaux de cet impact, si on répond à des besoins, qu'on soit privé ou public, on peut servir l'intérêt général. Et d'ailleurs, la santé est un très bon exemple, puisque les professionnels de santé sont majoritairement libéraux, les établissements de santé sont majoritairement privés également. Et donc, ce partenariat public-privé, que ce soit dans la santé ou dans d'autres secteurs, je pense qu'il a une valeur énorme. Et il ne faut pas opposer une initiative privée et publique. Par contre, il faut une réglementation stricte, une mesure d'impact stricte. Et bien sûr, in fine, ce qui compte, c'est est-ce qu'on améliore le quotidien des gens ou pas? Est-ce qu'on répond à des vrais besoins ou pas? Et bien sûr, l'enjeu de l'inclusion numérique, il est très important. Pourquoi? Parce que le numérique est partout, mais ce n'est pas une fin en soi. La technologie, on s'en fiche, ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est est-ce que les gens sont plus heureux ou pas? Est-ce que les gens ont plus accès à la santé, à l'école? Est-ce que notre trajectoire de protection de l'environnement est meilleure? Et je pense que privé ou public, ça importe peu, vu les difficultés de notre système de santé aujourd'hui, dans ce secteur spécifiquement. Se retrousser tous les manches et travailler dur pour améliorer le quotidien des soignants et des patients, j'y crois. Alors on retiendra le mot réglementation, transparence et coalition pour l'intérêt général. Ça vous va? Exactement, ça me va. Et entrepreneuriat, que vous soyez une association, une entreprise, une collectivité locale, pouvoir public, on est tous là pour travailler dur et essayer d'améliorer le quotidien des gens. Il y a des secteurs qui sont très importants, environnement, éducation, santé. Et dans ces secteurs-là, ouais, il faut se retrancher les manches et il faut de la simplicité. La simplicité dans l'innovation. Il faut fournir des services utiles, fiables et utilisés par tout le monde. Eh bien, merci beaucoup. Merci de ce temps, de ce témoignage. Et on vous laisse aller déjeuner. On reprend à 14h.